magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici le sommaire. La communauté catholique de par le monde fête ce 15 août l'Assomption. Cette fête célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. L'Assomption édition 2020 revêt une ambiance particulière due à la pandémie du coronavirus. Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques d'état civil, c'était le 10 août dernier. La célébration de cette année met l'accent sur le rôle de l'état civil, celui d'assurer aux citoyens l'accès aux services publics. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne quitte le Mali plutôt satisfait, même si l'opposition malienne n'a pas accédé à sa demande d'une rencontre avec le président Ibeka. L'entourage de Goodluck Jonathan estime que l'entrée en scène d'autres leaders religieux maliens pourra aider à résoudre la crise et à donner des résultats. Le secteur touristique, un des maillons de l'économie togolaise, 54 milliards de francs CFA de recettes et des emplois directs créés, des chiffres colossaux grâce aux énormes potentialités touristiques du pays, mais en chute libre aujourd'hui à cause de la pandémie du coronavirus. Comment le secteur est-il géré dans cette période de crise sanitaire? Monsieur Ouï Kwasi Michel, le directeur de la promotion touristique, est notre invité. Il nous en parle dans ce journal. À suivre également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous le disions en titre, l'Église catholique de par le monde célèbre ce 15 août l'Assomption. La fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Cette année 2020, la célébration de cette fête est particulière à cause de la pandémie à coronavirus. À Lomé comme à l'intérieur du pays, des paroisses et églises vont la célébrer en tenant compte des mesures barrières édictées par le gouvernement. Assomption veut dire prendre, enlever, ne devrait pas être confondu avec ascension qui signifie monter et qui se rapporte à l'élévation du Christ vers le ciel. D'où tire-t-elle son origine et pourquoi l'Assomption est une des plus importantes fêtes de l'Église catholique? Voici ce magazine de Aimé Sougliman, présentation Léontine Atogima. L'une des grandes solennités de l'Église catholique est la fête de l'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Cette célébration, qui est aussi reconnue par les orthodoxes, a une place particulière dans la vie de ces chrétiens. Quelle est son origine? Père Manuel Théola, vicaire à la paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Antidogomé. C'était le pape Pie XII qui a déclaré ce qu'on appelle le dogme de l'Assomption. C'est-à-dire, il a déclaré que la Vierge, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel. Quelqu'un d'autre disait que 15 août, c'est un jour férié. Et c'était une fête très ancienne. Ça revient même au temps de l'Empire romain. C'était une fête déclarée par l'empereur Auguste. C'est ça l'origine. Marie reste avec nous. Célébrer l'Assomption, oui, mais elle devrait être avant tout un acte de foi, d'autant plus que les critiques des autres congrégations chrétiennes stipulent que cette fête n'est pas biblique et donc non conventionnelle. Nous retrouvons le Père Manuel Théola. D'autres événements de la vie de Jésus ou du peuple d'Israël ou de l'Église sont racontés dans la Bible. L'Assomption de Marie, non. Mais elle fait partie de ce qui est la tradition de l'Église. Et il faut se rappeler que pour l'Église catholique, les deux piliers qui soutiennent notre foi, c'est
la parole de Dieu et la tradition, c'est-à-dire ce que dans les siècles, dans l'histoire, l'Église petit à petit a pu mûrir dans son chemin. C'est un élément de foi et l'Église, en l'ayant déclaré un dogme, on demande d'y croire à cela. Un dogme, c'est un élément fondant de la doctrine. Quelqu'un peut croire, quelqu'un non à l'Assomption de Marie. Tout compte fait, l'Assomption est une certitude de foi, la célébration de l'amour de Dieu dans le cœur d'une femme terrestre qui s'est livrée au souffle de l'Esprit à la force de la parole. Bonne fête à tous les chrétiens catholiques. Marie, dont on célèbre aujourd'hui l'Assomption, a-t-elle un rôle particulier dans la vie de foi d'un catholique et pourquoi lui accorder une place qui semble démesurée? Marie est-elle un modèle? Devons-nous la suivre ou l'imiter? Quelle est la vraie mission de Marie dans l'Église? Élément de réponse dans ce magazine de Nohama Lassé. Marie, d'exsulation du Saint-Esprit, naquit Jésus, le sauveur de l'humanité. La mission de Marie, tout paradoxe écarté, est celle de coopérer à l'incarnation de l'alliance miséricordieuse entre Dieu et les hommes. Dieu l'aima d'un tel amour qu'il mit en elle par une souveraine prédilection toutes ses complaisances, choisies et préparées dès le commencement et avant les siècles. Elle risque son mariage avec Joseph, son époux, pour dire oui à Dieu. Le oui de Marie, son fiat, à la mission à elle proposée par l'archange Gabriel, le messager de Dieu, fait d'elle le principal moteur de la mission christique. Père Albert, des saints martyrs de l'Ouganda, de Tokoin. Dieu, avant tout, a fait d'elle la mère de son fils. Elle est devenue la mère de Dieu. La mission du salut a été accomplie par Jésus. Jésus a sauvé le monde par son corps. Et pour que cette mission de salut du monde puisse se réaliser de cette façon, Jésus avait besoin d'un corps. Et ce corps lui a été donné par sa mère, la Vierge Marie, voulue par Dieu le Père. Marie, aux côtés de Dieu le Père, dans son œuvre de salut, Marie a coopéré au plan divin de salut de façon libre. Marie joue donc dans la divine économie de la rédemption un rôle primordial et unique. Femme bénie jusqu'au fruit de ses entrailles, de se voir confier l'humanité par son Fils au pied de la croix, appelée sur divers vocables Immaculée Conception, Notre-Dame de la Très Sainte Trinité, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mère de l'humanité, pourrait-elle oublier les enfants à elle confier, celle qui a laissé mourir son propre Fils pour le salut de l'humanité? Elle donne toujours consolation et réconfort à l'humanité qui parfois souffre. À travers la méditation du rosaire, elle offre au monde les grâces contenues dans la mission de son Fils. Elle nous exhorte à faire tout ce que son Fils nous dit. C'est sous le thème enregistrement à l'état civil et les statistiques de l'état civil, un service essentiel pour surveiller et atténuer l'impact des situations d'urgence que la communauté africaine a célébré mardi dernier la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques d'état civil. Cette célébration constitue une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. Elle permet non seulement d'encourager les acteurs de la chaîne de formalisation des faits d'état civil dans leurs efforts, mais aussi et surtout a le mérite de rapprocher davantage le citoyen du service d'état civil pour plus d'accès aux 10 services. Pour le ministre togolais en charge de l'administration territoriale Albert Boupessi, la thématique retenue pour l'occasion traduit à suffisance l'intérêt que les acteurs sont appelés à manifester en vue de l'amélioration d'un système d'état civil malgré la pandémie du coronavirus. L'établissement des statistiques de l'état civil permet au gouvernement de planifier les actions de développement de manière
à pourvoir aux besoins actuels et futurs de la population. Aujourd'hui, au regard de l'enjeu et de la portée que revêt l'état civil, les Nations Unies, à travers le programme de développement durable à l'horizon 2030, accordent une place de choix au fait d'état civil dans la réalisation des droits civiques et dans le suivi du développement. Le ministre Bayaroua Boukpessi a insisté sur le rôle d'un État civil dans la promotion des droits humains qui, selon lui, permet de renforcer la gouvernance et l'administration publique à travers l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et de programmes fondés sur la connaissance des données fiables. Il favorise également l'efficacité des systèmes électoraux en contribuant à l'établissement et à la mise à jour des fichiers électoraux. L'état civil donne enfin l'occasion de mesurer avec précision la dynamique des populations. Monsieur Père Boukpessi, que nous écoutons. Toutes ces mesures témoignent de la volonté politique du gouvernement de voir le système d'état civil prendre un nouvel envol pour la conquête de nouveaux horizons, donnant à ce secteur toute la dimension nécessaire pour assurer la protection des droits humains et la poursuite de l'inclusion. La période 2017-2026 étant la décennie de repositionnement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil dans le programme continental et régional de l'Afrique, notre pays sera au rendez-vous grâce à ces initiatives. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de la chaîne d'enregistrement des faits d'état civil à comprendre la responsabilité de leur mission. Je voudrais tout particulièrement m'adresser aux maires en leur qualité d'officiers d'état civil à qui revient le rôle de veiller au bon fonctionnement de ces services et d'œuvrer à la promotion de l'enregistrement des faits d'état civil dans leurs communes respectives. Depuis 2018, le gouvernement a créé par décret numéro 2018-0111/PR du 18 avril le comité technique sur l'état civil pour se pencher sur la réorganisation du système d'état civil au Togo. 160 000 tonnes de soja exportées courant campagne 2019-2020, le Conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo a procédé hier à la remise pour validation du draft du bilan de cette campagne au ministère en charge de l'agriculture et du commerce. C'était au cours d'une rencontre qui a aussi permis aux différents acteurs de la filière venus des 5 régions du pays d'échanger sur les difficultés et les opportunités de ce secteur de l'agriculture. Léontine Atogima. Ce rapport soumis aux autorités togolaises s'est appesanti sur les activités réalisées, l'investissement des cultivateurs de l'État, des partenaires techniques et financiers ainsi que les recettes obtenues au cours de la campagne 2019-2020. Bakunda Gustave, président du Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo. C'est un bilan provisoire que nous avons présenté à nos 2 ministères de tutelle. C'est un cahier de charges qui nous a été confié. Dans ce rapport, on note une campagne de commercialisation 2019-2020 très intense. On note un volume d'exportation des acteurs, toutes catégories confondues, que ce soit le bio ou le conventionnel, de 160 000 tonnes. Le volume de produits exportés en termes de valeur autour de 50 milliards de francs CFA. Près de 700 000 emplois créés, que c'est vraiment quelque chose de très bien. Les 2 ministères ont reçu donc ce draft. Un travail technique va être fait avec leurs services techniques pour l'améliorer. Reconnaissant la contribution de l'État dans la modernisation de l'agriculture et de l'accompagnement des cultivateurs, les acteurs de la filière soja ont rappelé les difficultés auxquelles ils font face dans la production du soja. Pour cette réunion, je crois que c'est une bonne opportunité pour tous les maillons du soja, parce que ça nous permet non seulement de nous connaître, mais aussi de mettre en place une synergie. Je suis producteur du soja dans la préfecture de Saint-Cancé. Au cours de la production du soja, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas les moyens pour avoir les semences. Donc, de 2, nous n'avons pas aussi les terrains pour cultiver beaucoup. Ainsi, on a des appuis financiers, donc on peut avoir du terrain pour cultiver. En dehors de ça, quand on va à la vente, nous n'avons pas de magasin pour le stockage au niveau de nos préfectures. Bon, je me nomme M. Niazou Essoyeyou.
Je suis le directeur général de l'huilerie de Sokodé. Donc, comment nous faisons là-bas? Nous transformons le soja en huile et en tourteau. L'huile raffinée pour la consommation humaine et puis le tourteau pour la consommation des animaux, les volailles en général. Notons que la campagne 2019-2020 de la filière soja est placée sous le thème « Filière soja, véritable opportunité du plan national de développement PND ». Les élections consulaires au Togo, c'est pour bientôt. Une rencontre a regroupé hier à Lomé les professionnels des médias sur l'établissement de la carte d'opérateur économique. Ce document s'établit de façon individuelle et donc sans intermédiaire. Meba Germain, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Pour pouvoir avoir la carte de membre, il faut que l'on présente la carte de formalité des entreprises, la carte CFE. Et en deuxième position, il faut que l'on ait une carte nationale d'identité valable. Et en troisième position, il faut que l'on puisse donc demander cette carte à travers une lettre adressée au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Pour plus qu'un simple document, la carte d'opérateur économique est importante pour participer aux élections consulaires. Nous retrouvons Germain Meba. La CCSD va organiser des élections pour la mandature 2020-2024. À cet effet, il y a la carte consulaire qui est très importante pour les opérateurs économiques en vue de participer réellement à l'élection consulaire. La promotion des produits togolais sur les marchés nationaux et mondiaux reste une nécessité. Le concept Le kiosque des produits togolais a été lancé hier à cet effet à Lomé avec pour objectif de faciliter la consommation locale puis d'accompagner les Togolais dans leur ambition de créer des emplois. Germain Pouli, promoteur de kiosque produits des Togolais. Nous avons pensé lancer officiellement aujourd'hui le kiosque des produits togolais, qui est une initiative qui veut faire une plus grande visibilité aux produits togolais. Les produits togolais ne sont pas assez vendus parce qu'ils ne sont pas assez connus. Et quand vous voyez un peu ce qu'il y a en termes de production, en termes de créativité, en termes d'innovation, vous allez comprendre qu'il y a du potentiel au Togo. Et en tant qu'homme des médias, nous nous sommes dit que nous pouvons apporter un plus à ce que ces producteurs-là font déjà, avec le soutien du gouvernement et d'autres bonnes volontés. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons lancé officiellement ce kiosque, qui est une plateforme de promotion et de distribution des produits togolais. Quels sont donc les moyens pour aboutir à la concrétisation de ce projet? Retrouvons Germain Pouli. Nous allons faire la publicité des produits togolais dans plusieurs médias sur les réseaux sociaux et nous allons aussi distribuer les produits togolais à travers le kiosque avec comme objectif d'avoir 5 kiosques à Lomé et puis un kiosque dans chaque grande ville du Togo, ce qui fera 10 kiosques. Notre travail consistera à faire du lobbying auprès des médias et à les intéresser à promouvoir davantage les produits togolais. Nous-mêmes sommes de la coopération. Nous avons échangé avec plusieurs de nos confrères qui sont d'accord sur ce principe. Des séances de rencontres sont également prévues à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de l'initiative. Le comité préfectoral de lutte contre le Covid-19, section de Bafilo, multiplie des séances de sensibilisation à travers tous les cantons de la préfecture d'Assoli. Depuis quelques jours, en effet, les chiffres ne cessent de grimper. Une situation qui inquiète les autorités de la région dans la mesure où cette préfecture compte parmi les préfectures les plus touchées par la pandémie. Le mal est beaucoup plus ressenti dans le canton de Soudo, qui fait frontière avec le Bénin. Comment s'explique cette multiplication de cas dans cette localité? Les élus locaux conjuguent donc leurs efforts pour limiter la propagation de la maladie. La meilleure stratégie pour amener une population encore incrédule à respecter les mesures barrières reste selon eux la sensibilisation. Monsieur Alassane Daouda, maire de la commune Assoli 3 à Soudou.
En tant que premier responsable de la commune, nous avons pris des initiatives qui vont dans le sens de tout faire pour arrêter la propagation de la pandémie. C'est en ce sens que tous ceux-là qui sont testés positifs sont tout de suite recherchés et sortis de la population pour être confinés en vue de leur traitement. Même les cas probables ont été enlevés pour arrêter la propagation de la maladie. Le problème chez moi ici, c'est le déni total de la maladie. Les gens ne croient pas à l'existence de la maladie. C'est pour ça que les gens nous accusent, nous les premières autorités. Je pense que c'est un business pour nous les autorités, mais tout de suite on a compris que avant qu'on arrive à endiguer cette pandémie, il fallait sensibiliser nos populations. À partir du moment où chacun est conscient que le mal existe, nous pensons que ça pourra nous permettre de finir rapidement avec cette maladie. La lutte pour l'éradication totale de la pandémie à coronavirus n'étant pas l'affaire d'une seule personne, le maire de la commune Assoli 3 n'a pas lésiné sur les moyens. Il fait appel à d'autres initiatives. Monsieur Alassane Daouda. Les jeunes se sont organisés pour sensibiliser les populations. Nous-mêmes, en tant qu'élus locaux, le conseil s'est réuni à plusieurs reprises à sensibiliser aussi bien dans les marchés que dans les familles pour amener les uns et les autres au respect des mesures barrières, à prendre conscience que le mal existe et que seule l'union pourra nous permettre de mettre fin à cette pandémie. On le voit, le mal est plus que réel et la multiplication des cas de contamination laisse croire qu'il a encore de beaux jours devant lui. Situation du Covid-19 au Togo en date d'hier. En rappel, 20 des 639 personnes testées hier sont positives et elles portent ainsi le nombre total de cas positifs à 1124. Ces 20 personnes dont les âges sont compris entre 6 et 60 ans se répartissent comme suit. 5 cas parmi les contacts, 2 femmes et un homme dans la préfecture d'Agoué à Lomé, un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé et un homme à Kara dans la préfecture de la Kosa. 13 cas parmi les suspects, un homme dans la préfecture d'Agoué à Lomé, une femme et 5 hommes dans la préfecture du Golfe à Lomé, 2 femmes et 4 hommes à Sokodé dans la préfecture de Tchaoudjo. Un cas parmi les voyageurs, une femme dans la préfecture du Golfe à Lomé. Un cas parmi les dépistés, une femme dans la préfecture d'Agoué à Lomé. 15 guéris ont été enregistrés, portant ainsi le nombre total de patients guéris du Covid-19 à 806. Le nombre de décès reste inchangé à 26. Le nombre de cas actifs est de 292. Un total de 51 523 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Radio Lomé, toujours en fait, dans son rôle de média d'état public, Radio Lomé joue principalement 3 fonctions: informer, éduquer et divertir. La radio permet donc à l'homme de ne pas être débranché de son environnement et du monde. À 67 ans, Radio Lomé, à travers ses programmes variés, n'a de cesse de construire pour être accessible à tous. Mais aujourd'hui, l'attente du public sont devenues plus exigeantes et grandes, fait face donc à la concurrence des médias privés. Odette Pira. La radio représente un élément incontournable dans la société. C'est un média utilisé facilement et économiquement pour atteindre les régions écartées et pour communiquer dans de nombreuses langues. C'est donc par des émissions à caractère éducatif, médical, social et culturel qu'elle éduque. Ce que fait Radio Lomé, les auditeurs donnent leur appréciation. Je suis satisfait de ce que Radio Lomé fait. Premièrement, c'est les informations, les journaux. Après tout, il y a Aventure mystérieux, plus vieillesse heureuse. J'aime l'émission de Azé Kokovina, Agbeye, d'autres émissions là. Moi, c'est seulement dimanche, à 20h comme ça, je suis l'émission, votre émission là, et Agbeye là. 20h, oui, puis c'est tout. Le reste là. Moi, au fait, c'est le journal que j'aime suivre sur la radio Lomé fois. Et comme vous savez, nous sommes des jeunes entrepreneurs, surtout pour écouter ce qui se passe dans notre pays. C'est ça qui nous donne des informations réelles. Effectivement, la radio Lomé est une radio datée d'années et on l'aime vraiment.
on suit parfois les émissions de la radio. Pour d'autres, il faut ajouter des informations à caractère politique. Comparativement à d'autres radios privées, il y a une modification à ce niveau. Bon, parfois, d'autres radios nous font une bonne émission par rapport aux des émissions. Vous voyez maintenant, comparativement à la radio, mais comme c'est la radio étatique, je ne sais pas, il y a eu une confusion à ce niveau parfois. Alors, on suggère que vous allez améliorer le programme. Il est à noter aussi que bon nombre de radios servent de relais à la chaîne mère. Côte d'Ivoire, 5 morts après plusieurs jours de violence liés à l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Selon le communiqué du gouvernement, 3 personnes ont été tuées lors des violences survenues à Daoukro, bastillon de l'ancien président Rikona Bédié, également candidat à la présidentielle d'octobre prochain. La situation s'est relativement calmée. Toutefois, à Daoukro, des incidents ont encore fait au moins 3 nouveaux blessés, portant le total à 116 blessés depuis lundi. Ici, on cherche à éviter la moindre étincelle. Des responsables communautaires, sécuritaires, administratifs et religieux se sont réunis hier pour empêcher un nouvel embrasement. Fin de la mission de médiation du Nigérian Goodluck Jonathan dans la crise politique au Mali. Le médiateur de la CEDEAO a quitté la capitale malienne plutôt satisfait, même si l'opposition malienne n'a pas accédé à sa demande d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Odette Bira. Pendant 5 jours, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a rencontré le président de la République et des 5 délégations des partis de la majorité et mouvement du 5 juin, l'opposition. Il a également rencontré des chefs religieux. Si l'imam Mahmoud Diko, pivot de l'opposition malienne, reste incontournable, l'entourage de Goodluck Jonathan estime que l'entrée en scène d'autres leaders religieux maliens pour aider à résoudre la crise donne des résultats. Ainsi, le chef religieux de la localité malienne de Nioro, Bouye Haïdara, très influent dans la vie politique malienne, s'est engagé à demander aux uns et aux autres d'accepter l'apaisement. Et dans la foulée, un rapport de l'ONU met en cause de hauts responsables maliens qui seraient impliqués dans le massacre d'Ogosagou. Ce document accuse ces hauts responsables d'entraver le processus de paix engagé depuis 2015. Le rapport pointe la responsabilité d'un homme, le général Seba Sangaré, ancien chef d'état-major de l'armée de terre et en charge à l'époque de la gestion de la région du centre. Ce jour-là, les soldats en poste à Ogosagou depuis le premier massacre sont partis avant l'arrivée de la relève. Le général a informé du départ de l'unité 10 heures avant l'attaque, n'a donné aucun ordre. Il va jusqu'à donner à sa hiérarchie une fausse information, indiquent les experts. Et nous abordons ainsi la deuxième partie de ce magazine pluriel invité. Le Togo, un pays naturellement touristique, en dépit de sa superficie limitée, le pays dispose néanmoins d'énormes potentialités touristiques. Le pays a enregistré environ 54 milliards de recettes hôtelières en 2019, dont 940 000 touristes. De Lomé à Sékassé, le Togo dispose de plusieurs sites touristiques, une diversité de paysages répartis dans chacune des 5 régions qui en fait une Afrique en miniature, des atouts qui participent au dynamisme du secteur, qui contribuent significativement à l'économie nationale togolaise et à l'emploi. Comment ces sites sont-ils gérés? Qu'est-ce qui est fait avec le Covid pour accueillir les touristes? Nous en parlons avec M. Owi Kwasi Michel, directeur de la promotion touristique. Il est interrogé par Odette Pira. M. Owi Kwasi, bonjour. Bonjour, madame. Le tourisme concourt à l'économie du pays. Alors dites-nous, quelle est sa part dans l'économie nationale? Effectivement, le tourisme est un secteur d'activité qui contribue à l'économie de beaucoup de pays, et notamment les pays en développement comme le Togo. Au Togo, à l'élaboration du plan national de développement PND 2018-2022, la part du tourisme à l'économie nationale ou au PIB était de 4%. Et dans le PND,
on prévoyait augmenter cette part du tourisme au PIB à 6,2%. Nous sommes actuellement en 2020. Nous avons fait des efforts pour que la contribution du tourisme au PIB puisse arriver à 4,9%. Donc, il reste un peu d'efforts à faire pour que en 2022, on atteigne les 6,2%. Au-delà de la contribution du tourisme au PIB, nous avons les chiffres de 2019 qui confirment l'embellie de la croissance du tourisme amorcée depuis 2015. Notamment en termes d'arrivée de touristes, nous étions arrivés en 2019 à 940 000 touristes l'année 2019 avec 54 milliards de francs CFA de recettes hôtelières. Donc, au-delà de tous ces chiffres, l'apport du tourisme à l'économie nationale peut aussi s'illustrer par les effets induits sur le transport, notamment le transport aérien pour les touristes internationaux qui nous arrivent de l'extérieur, le transport terrestre, mais aussi l'agroalimentaire et l'artisanat. Quand les touristes arrivent dans un pays, ils sont logés, ils font la restauration, ils achètent en fin de séjour les objets d'art qui contribuent effectivement à stimuler toutes ces activités sur la chaîne d'exploitation du tourisme. Quels sont les sites touristiques dont dispose le Togo? Le Togo dispose d'une variété de sites touristiques, nonobstant sa petite taille. Nous savons que le Togo est étiré en latitude de la côte jusqu'à la savane. Donc, en termes de sites touristiques, nous avons des sites naturels et des sites culturels. Nous allons les citer rapidement par région. Si nous prenons la région maritime, nous avons la mer et la plage, nous avons le lac Togo, nous avons le musée national, le village artisanal, les marchés, surtout le grand marché de Lomé qui constitue une attraction touristique. Nous avons les monuments, notamment le monument de l'indépendance, la colonne de la paix, le marché aux fétiches, le port autonome de Lomé. Si nous prenons la région des plateaux, c'est la région de la biodiversité. Nous avons les montagnes, nous avons la forêt, nous avons les cascades. Les plus grandes cascades se trouvent dans la région des plateaux. Si nous prenons la région centrale, c'était la région du grand parc national Fazao Malfa Kassa. C'est vrai que dans les périodes 90, ce parc a subi des dommages, mais les efforts sont faits concomitamment par le ministère chargé de l'environnement et le ministère du tourisme pour pouvoir réaménager ce parc et le rouvrir aux visites. Dans la région de la Kara, nous avons la ville de Kara, nous avons les hauts fourneaux de Bassa, nous avons les forges de Tchare, nous avons le parc Sarakawa qui est visité par les touristes toute l'année. Et ensuite, nous avons le site classé au patrimoine mondial qui est le Koutamakou, un paysage culturel d'habitation traditionnelle classé au patrimoine mondial. La région des savanes, nous avons les grottes, plus grande est la grotte de Nok, et nous avons les peintures rupestres de Namou-Djoga et de Kumbeo Loti. Voilà une panoplie de sites naturels et culturels qui intéressent les touristes. Mais nous avons aussi les attractions comme les fêtes traditionnelles qui constituent des moments forts où les touristes arrivent au Togo pour participer à ces fêtes traditionnelles aux côtés de la population locale. Pour avoir accès à ces sites, comment doit se prendre un touriste? En fait, les sites sont libres d'accès. Il y a des sites qui sont gérés par l'administration, notamment les musées. Les musées sont gérés et le site Koutamakou. Il y a des droits d'entrée qui varient de 1500 pour les expatriés à 1000 francs pour les nationaux, 500 pour les jeunes et 200 pour les scolaires. Ce site, il y a les droits d'entrée. Il y a la maison des esclaves qui est gérée par la communauté. Il y a des droits d'entrée, mais la plupart des sites naturels, surtout les cascades, sont gérés par les communautés. Bon, ce que le ministère fait aujourd'hui, c'est d'avancer dans l'aménagement de ces sites-là pour mettre des structures de gestion pour que les touristes ne soient pas astreints à des spéculations sur les droits d'entrée. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous avons commencé par aménager
la cascade de Womé, qui aura une structure de gestion. On va associer aussi la population locale pour que la gestion se fasse de façon judicieuse. Avec le Covid-19, quelle est la situation sur ces sites? Alors, avec le Covid-19, c'est toute la chaîne d'exploitation du tourisme qui a été négativement impactée. Nous savons que le tourisme togolais est souvent vivifié par le tourisme international. Le tourisme des nationaux n'est pas aussi évolué que cela. Donc, avec le Covid-19, la suspension des vols, il y a eu vraiment une baisse de la fréquentation, aussi bien pour le pays, dans les hôtels que sur les sites. Nous espérons qu'avec l'amélioration de la situation sanitaire, que tout cela reprenne à la satisfaction et des opérateurs et des populations locales. Est-ce que le Togo peut espérer accueillir des touristes cette année malgré le coronavirus? De toutes les façons, c'est notre vœu le plus cher. Nous avons l'administration du tourisme, nous avons surtout les opérateurs touristiques, notamment les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les guides sur les sites. Tout le monde attend que l'activité reprenne. Nous espérons très fort que l'amélioration de la situation sanitaire, surtout avec tous les efforts que fournit le gouvernement et les instances mises au niveau sanitaire, puissent vraiment contribuer à l'amélioration de cette situation sanitaire due au Covid pour que l'activité touristique reprenne au Togo. Nous avons bel espoir. Qu'est-ce qui est fait pour accueillir d'éventuels vacanciers au Togo? Alors, d'abord, c'est de pouvoir rassurer. Nous avons élaboré un protocole sanitaire pour rappeler les gestes barrières dans tous les établissements hôteliers et dans les salles de conférence. De toutes les façons, aujourd'hui, il est question de pouvoir vraiment gérer la situation au niveau, par exemple, des halls d'entrée des hôtels. La distanciation physique doit être observée. Au niveau des chambres, l'entretien régulier des chambres est de mise. Au niveau de la restauration, il n'est plus question aujourd'hui, en tout cas à ce début-là, de faire des buffets, mais plutôt de servir directement les clients à la restauration ou de préparer des plateaux individuels pour ces touristes pour que vraiment les règles sanitaires soient respectées. Donc, ces règles doivent rassurer et la clientèle nationale et la clientèle internationale. Et ensuite, nous allons passer par nos moyens traditionnels de promotion, notamment par les sites Internet et de l'administration et des établissements de tourisme pour vraiment faire la publicité pour que l'activité reprenne au Togo. Monsieur le directeur, quelles sont les difficultés du ministère dans la gestion des touristes au Togo? En fait, l'administration est là pour coordonner la fréquentation du pays par les touristes. Les opérateurs touristiques, notamment les agences de voyage, c'est elles qui accueillent les touristes. Il n'y a pas de grandes difficultés à ceci. Seulement, c'est au niveau des statistiques. Les statistiques que nous faisons ici sont des statistiques hôtelières, c'est-à-dire les touristes qui descendent dans les hôtels. Bon, j'ai donné le chiffre de 940 000 touristes 2019. C'est recueilli au niveau des hôtels. Le souhait pour le ministère, c'est de pouvoir avoir la plénitude des entrées des touristes au Togo, notamment les entrées par les frontières terrestres et avoir une idée de la mesure de la fréquentation du pays. Sinon, il n'y a pas de grand problème à accueillir les touristes. Alors, peut-on dire que le secteur du tourisme a de beaux jours devant lui face à cette pandémie? Ah oui, le tourisme a toujours su prouver sa résilience face à certaines crises. Nous avons connu des crises par le passé, par exemple la crise de la grippe aviaire. Cette crise de la pandémie, elle est vraiment une grande crise. Et tout le monde entier souhaite la disparition rapide de cette pandémie pour que les activités du tourisme reprennent. De toutes les façons, c'est le plus grand souhait de tout le monde et nous comptons qu'avec la grâce de Dieu, ça pourrait aller. Qu'attendez-vous donc des touristes qui viennent au Togo? Les touristes qui viennent au Togo, c'est
vraiment des rentrées de devises. On en a parlé un peu plus haut. Le tourisme que nous voudrons au Togo, c'est un tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme respectueux de l'environnement et respectueux de nos cultures. Donc nous attendons de ces touristes qui arrivent, qui contribuent à la préservation de l'environnement, au respect des cultures des populations et ensuite que vraiment leur entrée puisse profiter au niveau des emplois directs et indirects. Monsieur Wowi Kossi, je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion touristique. Votre message en guise de conclusion? C'est vraiment de donner l'espoir aux opérateurs touristiques, notamment les hôteliers, les restaurateurs et les agents de voyage. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à reprendre les activités. Nous espérons vivement que la situation s'améliore et se renforce davantage. Donc, il n'y a pas de découragement. Nous devons nous souder pour pouvoir reprendre les activités et l'administration et les opérateurs privés du secteur du tourisme. Il n'y a pas de découragement. Nous avons su surmonter les crises et cette crise de coronavirus va être surmontée pour le bien de tout le monde. Monsieur Wowi Kossi, merci. Merci, madame. Écho du palais. Un homicide est une infraction qui consiste à porter volontairement atteinte à la vie d'autrui. Il s'agit du crime le plus grave en droit pénal et celui qui est de ce fait le plus sévèrement sanctionné. Et comme par hasard, le jeune Togolais Adefounou Anani, cuisinier de son état de 21 ans, est accusé pour ce délit. L'acte étant généralement qualifié de meurtre, le sieur Adefounou Anani a été condamné à la prison à vie par le tribunal de Lagos. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le tribunal de Lagos au Nigeria a condamné Anani après qu'il a plaidé coupable à une accusation d'homicide volontaire. Anani a avoué au juge avoir poignardé Chief Bademosi à mort le 31 octobre 2018 dans sa résidence à Ikoyi lors d'une tentative de vol. Avant le prononcé du jugement, le gouvernement de l'État de Lagos avait fait comparaître Anani et retenu 2 chefs d'accusation contre lui, à savoir meurtre et vol à main armée, lesquels sont synonymes d'une peine capitale. L'accusé avait plaidé coupable peu de temps après le début du procès. Pendant que l'avocat du coupable, la directrice du bureau du défenseur public, a plaidé en faveur de son client pour la moindre accusation, celle de l'homicide involontaire, le procureur général de l'État de Lagos a réclamé une peine maximale. Après avoir écouté les 2 parties, le juge du tribunal a déclaré que Anani est condamné à la réclusion à perpétuité. La peine d'emprisonnement a commencé depuis le 25 juin 2019. Et rappelons qu'après le meurtre, Anani a fui la maison de son patron avec quelques objets, mais il sera arrêté par la police de l'État d'Ondo dans la matinée du 2 novembre 2018 dans le quartier de Yaba. Du sport, football, Ligue européenne des champions, dernier billet. Lyon défie aujourd'hui Manchester City. Fidèle Mawina. Ce dernier match des quarts de finale sera âprement disputé entre Citizens et Lyonnais. Manchester City, qui a sorti le Real Madrid en 8e de finale, voudra continuer l'aventure sans faute, et Lyon, qui a contraint la vieille dame italienne, la Juve, à sécher prématurément les maillots, ne manquera pas d'arguments pour une place dans le carré d'as. Bien malin qui pourra prédire l'issue de cette rencontre. Manchester City-Lyon, c'est à 19h GMT. Le 3e demi-finaliste est connu à l'issue du 3e match des quarts de finale disputé hier vendredi. Il s'agit bien sûr du Bayern Munich qui a humilié le Barça sur un score de 8-2. Impressionnant et sans pitié, le Bayern Munich a complètement éteint les poulains de Quique Sétienne au stade de la Louse. Les Allemands se hissent dans ce dernier carré et attendent désormais de pied ferme ce samedi le vainqueur du match Manchester City-Lyon.
Jamais le Barça n'a encaissé autant de buts en Ligue des Champions. Les bourreaux des Blaugrana sont Thomas Müller à la 4e minute pour l'ouverture du score. 21e minute, Ivan Perisic inscrit le second but du club allemand. 27e minute, Gnabry enfonce davantage le Barça. Thomas Müller, à la demi-heure de jeu, inscrit le 4e but du Bayern. Suivront ensuite Kimmich à la 63e minute, Robert Lewandowski à la 82e minute, puis Philippe Coutinho pour un doublé à la 85e et 89e minute. Les 2 buts du Barça ont été l'œuvre de Alaba à la 7e minute contre son camp et de Luis Suarez à la 57e minute. Une déroute historique pour les Blaugrana qui ont bu le calice jusqu'à la lie. Un véritable cauchemar ce vendredi au stade de la Luz. Un vendredi noir qui ne quittera pas sitôt la mémoire collective. Blaise Matuidi envisage jouer l'Euro 2021. Conscient que sa signature à l'Inter Miami peut avoir un impact sur son avenir en équipe de France, l'international français n'a pas pour autant l'intention de faire une croix sur les Bleus. « Je ne pars pas en vacances en Major League Soccer », a déclaré Matuidi. Pour lui, ce n'est pas le moment de se fermer complètement la porte de l'équipe de France. Après 3 titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie et 98 matchs sous le maillot bianconero, en 3 ans, Blaise Matuidi a décidé de s'offrir un ultime challenge. Et la revue de presse. La crise ivoirienne déclenchée par la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat, les actes illicites au poste de péage et l'allègement des mesures fiscales à cause de la pandémie du coronavirus sont les principaux sujets dans les unes des parutions de la semaine. Léontine Atogima. Les autorités craignent une flambée dans les 2 prochaines semaines alors que le Togo a déjà franchi la barre des 1000 cas confirmés au Covid-19, alerte le premier responsable de la coordination nationale de gestion et de riposte, écrit Libération. Dunia Le Monde renchérit, augmentation rapide des cas de contamination et de décès, ça inquiète. Et pourtant, colonel médecin Djibril Mohamed rassure dans les colonnes de Libération que le Togo est résolument engagé à reprendre les activités dans tous les secteurs, mais dans le respect des règles et mesures sanitaires prises par le gouvernement, précise-t-il. L'Indépendant Express s'inquiète de son côté du relâchement des mesures barrières. Selon l'hebdomadaire, cette attitude très dangereuse d'ailleurs est de plus en plus observée un peu partout depuis l'allègement des mesures restrictives. Togo Matin trouve toutefois que la coordination nationale en charge de la riposte durcit le ton face au relâchement et à l'insouciance des populations. La CNJR envisage la prise de nouvelles mesures restrictives. Les bars sont essentiellement concernés, poursuit le quotidien privé. À cette allure, il est fort probable que l'on revienne à la case de départ avec des mesures restrictives des libertés, notamment le couvre-feu, la fermeture des bars et l'interdiction de rassemblement de personnes, ajoute le panafricain. Nous sommes alors loin de la fin de cette crise. Ainsi, le gouvernement prévoit d'autres allègements, notamment dans le secteur de l'économie. Il s'agit de la fiscalité. L'économie togolaise face à l'impact du Covid-19, Faure Gnassingbé suspend les contrôles fiscaux des entreprises, titre Forum de la semaine. Réduction et exemption des taxes pour les entreprises, rajoute le médium. Faure Gnassingbé soulage les entreprises, constate également l'économiste. Des réformes douanières pour l'amélioration du climat des affaires, explique Vision d'Afrique. L'hebdomadaire va plus loin. Une bonne nouvelle pour les entreprises togolaises durement affectées par la crise sanitaire. Le gouvernement a décidé en leur faveur un assouplissement fiscal. En ce qui concerne les pénalités, l'application des sanctions fiscales en cas de redressement fiscal, de défaut ou de retard de dépôt des déclarations fiscales, le paiement des impôts et taxes est suspendu durant la même période, détaille l'hebdomadaire.
Autre sujet qui a retenu l'attention des parutions, l'affaire de faux billets détectés au poste de péage. Libération revient écrit à sa une quand le dispositif de caméra de surveillance mis en place a permis à la SAFER d'identifier un réseau de faussaires pour les mettre à la disposition de la gendarmerie. Nouvelle Opinion abonde dans le même sens. Actes illicites au poste de péage. La SAFER installe des dispositifs sécuritaires. Des faussaires mis à nu par les dispositifs de la SAFER note également forum de la semaine. Hors du Togo pour finir, l'opposition ivoirienne vend debout contre la candidature d'Alassane Ouattara, note l'Indépendant Express. Forcing des chefs d'État pour un troisième mandat, à quoi sert finalement la limitation du mandat présidentiel en Afrique, s'interroge la lanterne. Côte d'Ivoire, Guinée, ses anciens opposants au pouvoir hantés par l'envie du pouvoir à vie, remarque le libéral. L'Afrique francophone et le troisième mandat, l'urgence d'une thérapie de choc sous-régional, exhorte l'hebdomadaire Fraternité. Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, voici rubrique sensibilisation. La montée en flèche des cas de contamination dus au coronavirus nous recommande une vigilance accrue à tous les niveaux. Rubrique sensibilisation évoque ce samedi le secteur de la lunetterie. Quelles précautions au niveau des professionnels de la santé oculaire pour éviter de souiller leur matériel? Réponse dans rubrique sensibilisation avec Alice Barandao. La COVID-19, maladie respiratoire hautement pathogène, assujettit le monde entier avec des lots de contamination et de décès. Ce virus a plusieurs couronnes, se dépose facilement sur du matériel solide ou se suspend quelques minutes dans l'air ambiant. Avec une telle infectiosité, le virus se retrouve un peu partout et se révèle contaminatif dans presque tous les secteurs d'activité. Mesurons les risques auxquels sont exposés les centres optiques. Isidore Tigbé, responsable à Aide Vision Optique à Lomé, cite les précautions prises à leur niveau. En cette période de coronavirus, comme nous le savons tous, c'est une maladie dans le monde entier avec laquelle on doit essayer de vivre. Et voilà, comme précaution, nous avons un système de lavage de mains à la porte que tous les patients qui viennent sont obligés de laver les mains avant de rentrer dans le centre. Après ça, dans l'enceinte du centre optique, il y a aussi des gels alcooliques que nous utilisons tous, le personnel et les patients qui vont venir. Et aussi, nous essayons de respecter les mesures barrières de 1 mètre. Mais chez nous ici, les mesures barrières, c'est 3 mètres par personne. Alors, dites-nous, Monsieur Tigbé, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger les clients ou patients ou votre personnel afin qu'ils ne soient pas contaminés du virus corona? Le client, une fois venu, il y a les gels alcooliques, il nettoie les mains. Les personnels aussi nettoient leurs mains. Pour les montures, chez nous, ici, il faut pouvoir quand même porter les montures avant de passer des commandes. Nous nettoyons chaque minute nos montures avec des gels hydroalcooliques. Nous les nettoyons et puis une fois portées. Bien sûr que oui, les clients ont l'habitude de toucher les différentes montures et ils doivent les porter d'abord avant de faire leur choix. Maintenant, nous avons réduit le port des montures pour que les clients ne puissent pas porter toutes les montures parce que après avoir porté les lunettes, les montures, on est obligé de les désinfecter tous avant de les exposer. Est-ce que les clients comprennent? Bien sûr, ils comprennent qu'actuellement c'est un moment un peu difficile avec cette pandémie-là et que tous les comportements ont changé. Est-ce que vous avez pris certaines dispositions particulières en cette période du coronavirus pour accompagner les patients? Pour aider la population, nous avons chez nous ici des masques que nous offrons à chaque client. Un patient qui vient commander une lunette ici, cette lunette-là lui est livrée avec un masque pour pouvoir se protéger.
Voilà, merci à vous, Monsieur Tibé. Tous les secteurs ont subi des impacts socio-économiques liés à la pandémie lors des mesures restrictives prises par le gouvernement. Quel espoir avez-vous aujourd'hui avec la reprise progressive des activités dans le pays? Bien sûr que le coronavirus a eu un impact sur le centre, sur notre marché tout entier, parce qu'actuellement, il n'y a plus d'affluence, les gens viennent par moment. Il y a aussi des problèmes financiers, il n'y a plus de commandes comme avant. Bon, actuellement, nous avons compris que voilà, le coronavirus, c'est une pandémie qu'on doit apprendre à vivre avec. Donc, ce qui fait qu'actuellement, après la reprise des trucs là, ça a changé un peu. Tout a changé. Les gens ont compris que voilà, bon, ils doivent se protéger, ils doivent voilà, pour pouvoir sortir, aller vaquer à leurs occupations. Du coup, ça a un peu changé. Il y a plus d'affluence qu'avant. Quel constat faites-vous de l'appréhension des gens sur le coronavirus? À des agents de sécurité, des sociétés comme des banques et autres là, qui ont les thermomètres à la devanture, tout ça là, de quand même faire preuve de diligence pour bien accueillir leurs patients, pour accueillir les clients. Parce qu'il y a un vieux qui m'en avait parlé, qu'il voulait aller à la banque, et puisque ça sonnait l'heure de la fermeture, il a tellement couru qu'arrivé là-bas, sa température a un peu monté. Et voilà, après la prise de la température, on l'a totalement écarté, et puis tout le monde a eu peur de lui, et puis il s'est retrouvé seul, il a été stigmatisé, et puis voilà. Après, quand la température a rabaissé, on l'a fait rentrer, et puis voilà. Mais quand même, on était obligé de le fuir, de le stigmatiser. Tout le monde s'écartait de lui. Voilà. Donc je dirais à ces gens-là aussi de faire quand même preuve de diligence pour bien accueillir les gens, pour ne pas stigmatiser les gens. Parce que actuellement, quand tu constates que tu as une température un peu élevée, tu as peur d'aller se consulter, et puis voilà, ainsi de suite. Vos conseils à l'endroit de la population? Oui, comme conseil à l'endroit de la population, je dirais de toujours respecter les mesures barrières, de toujours se protéger, voilà, en portant des masques, en se lavant toujours les mains, en gardant toujours les gels alcooliques dans le sac, et pour toujours se protéger. Maintenant, toujours aller se consulter quand voilà, on se sent malade. Je dis quand on se sent malade parce que je ne parle pas des signes de coronavirus, mais quand on se sent malade, parce que en général, parce que actuellement, ce que moi j'ai compris, c'est que tout le monde, ils ont peur d'aller se consulter quand ils se sentent malades, parce que arrivé à l'hôpital, quand vous avez une température un peu élevée, si vous ne savez pas, on vous met de côté et puis on vous jette là où il y a les malades de Covid, voilà. Donc, voilà, j'exhorte la population à ne pas avoir peur, parce qu'il y a aussi d'autres maladies en dehors du coronavirus. Donc, quand vous êtes malade, d'avoir le courage d'aller se consulter. Donc, j'exhorte la population à aller se consulter s'ils sont malades, parce que même si c'est le coronavirus, il y a toujours des gens qui sont toujours guéris. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.